Voilà, alors aujourd'hui, on va parler de deux combats. On va parler d'un premier qui est en boxe anglaise, qui est donc Fury contre Chisora. Et on va parler un tout petit peu technique, mais en fait, surtout, je pense que ce qui va nous intéresser là, c'est vraiment de parler de ce combat au global. Et ensuite, on va parler du combat qui est un de ceux qui nous excite le plus dans la carte UFC qui arrive, qui est Sergei Pavlovich contre Tai Tuivasa. Ce sont des poids lourds et le combat peut être vraiment intéressant parce que Pavlovich amène des trucs assez intéressants. Je te propose de lancer le générique et on est parti. Let's go. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Fury contre Chisora. Je sais qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé sur la chaîne, mais qu'est-ce que t'en penses, sachant que personnellement, en 2 mots, je ne comprends pas. Ça fait genre 4 mots, mais tu vois où je veux en venir. Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils font ça, pourquoi maintenant, pourquoi en fait. Ouais, moi je vais le faire en 2 mots. No comprendo. Ouais, ma première réaction c'était pourquoi sur plein de niveaux. Donc déjà, tu es sur un 2-0. Alors certes, le deuxième, c'était en 2014, donc ça remonte. Tu pourrais te dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu la période d'absence de Fury. Mais Derek, il a pas spécialement, enfin, tu vois, il s'est pas repositionné comme un vrai contender. Je pense que sur ses 4 derniers combats, c'est une victoire, 3 défaites. Il me semble. Ouais. Alors ouais, alors 3 défaites, évidemment, il y en a 2 contre Parker, dont une décision partagée. Mais clairement, il s'est pas du tout repositionné comme un nouveau contender. Et tout ce qui sort de la bouche de Tyson Fury, c'est je suis le meilleur, je suis le meilleur de tous les temps. Il veut se comparer à Mohamed Ali et tout ce qui s'ensuit. Et si tu veux avoir ce genre de discours, pour moi, tu es obligé de prendre les gros noms et tu dois proposer ou essayer de développer un palmarès qui t'amène dans cette discussion-là. Et c'est pas en prenant... Alors, pas du tout un manque de respect envers Non, bien sûr. Derek. Ouais. Mais c'est pas comme ça que tu t'amènes dans ce genre de discussion. Tu dois prendre un Joshua, même s'il est sur ses défaites contre Usyk, ou bien tu prends un Usyk. Tu peux même aller chercher Joyce éventuellement, mais Derek Chisora, c'est pas du tout le profil qui fait sens maintenant, à part peut-être pour l'argent. Et encore une fois, Tyson Fury, il dit qu'il combat pas pour les thunes, donc c'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre comme choix, et c'est limite énervant pour les fans. C'est ça, parce qu'on a l'impression de perdre du temps, quoi. Et on se Mhm. dit, on a vraiment quelqu'un qui est. Alors oui, c'est les poids lourds. On pourrait se dire, bon, du coup, c'est pas forcément si grave s'il prend un petit peu plus de temps, mais c'est juste dommage parce qu'il y a des opportunités qui se représenteront peut-être pas. Là, Mhm. ce serait parfait pour un combat contre Usyk si, pour une raison X ou Y qu'on peut pas prévoir, Usyk arrêtait le sport ou alors perdait ou quoi que ce soit. On aurait eu une opposition qui aurait été vraiment historique et qui passe par la fenêtre. Et en faisant ça, c'est ça que personne ne comprend chez les fans. Alors bien sûr, comme tu l'as dit, il y a le côté, la raison pour laquelle ils le font, c'est une évidence, c'est parce que Chisora est un nom en boxe anglaise. Mhm. Mais voilà, vu qu'on parle de MMA et de boxe anglaise, je sais pas, c'est un peu comme si du coup, là, tu as Léon Edwards ou alors si Masvidal recombattait pour le titre lightweight directement parce qu'il a un nom, ça n'aurait aucun sens. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'ils le font et c'est dommage. Et pire encore, parce qu'à la limite, tu vois, si tu fais un Masvidal contre Edwards maintenant, alors ça n'a pas trop de sens d'un point de vue sportif, mais tu as déjà cette histoire du combat en backstage, Ouais, et ils voilà. n'ont jamais combattu l'un contre l'autre. Enfin, officiellement, ils ont Ouais. combattu en backstage l'un contre l'autre, mais t'es pas à 2-0. Et même ce 2-0, le premier combat était assez serré, le deuxième combat, voilà, Chisora était encore dans le fight, les 2, 3 premiers rounds, mais pas ultra dangereux non plus. Et alors on peut spéculer, mais Tyson Fury, pourquoi est-ce qu'il a combattu en Southpaw ce combat? Parce que la première fois qu'ils sont rencontrés, ce qui a posé problème à Tyson Fury, c'est plus le overhand et le crochet avant de Chisora, c'est pas son jab. La raison pour laquelle tu vas te mettre en garde ouverte et en gaucher contre un droitier que tu as déjà affronté, c'est si son jab t'a posé problème normalement. C'est pas si son overhand et son crochet avant t'ont posé problème, parce que
limite, c'est encore pire en garde ouverte, ces deux armes-là. Donc, t'as carrément l'impression, moi, c'est une impression que j'ai quand je regarde le deuxième combat, j'ai l'impression de voir un Tyson Fury qui combat sans risque. J'ai l'impression de me retrouver quand j'ai un sparring contre un gars qui fait du MMA depuis 6 mois et que je sais qu'après, je vais faire un sparring contre un gars qui va me challenger. Ouais, Tu vois, je suis un peu là en disant, OK, ce sparring-là, je vais le faire léger. Je vais montrer pourquoi c'est moi le coach. Donc, je vais quand même gagner le sparring, mais je vais pas appuyer et je vais contrôler pour pouvoir après faire un sparring contre un gars plus dur. ouais. Et ouais, ce deuxième combat, j'ai pas l'impression que Tyson force quoi que ce soit. Et malgré qu'il force rien, il domine de dingue. Donc j'ai du mal à voir comment ce troisième, enfin j'ai vraiment du mal à voir comment Derek pourrait ennuyer Tyson Fury dans ce troisième combat, d'autant plus qu'encore une fois, c'est pas que depuis 2014, Chisora a explosé. C'est quelqu'un qui prend tout le monde, mais il rate tous ses grands rendez-vous. Il n'a pas un gros nom à son actif. Quand il prend un Klitschko, il tombe. Quand il prend un David Haye, il tombe. Quand il prend un Usyk, il tombe. Quand il prend un Parker, il tombe. Et quand il prend un Fury, il tombe. Enfin, tombe ou perd à la décision, mais il gagne pas en tout cas. Donc, voilà, ce combat fait pas sens. Ouais, c'est ça. Enfin, en gros, pour résumer les choses, du coup, est-ce que là, tu penses que c'est possible? Alors, tu viens de dire que tu donnais clairement presque du 90-10, mais est-ce que tu vois quand même une ouverture peut-être quelque part? Ben, on a déjà eu des énormes surprises dans tous les sports de combat. Ça peut arriver, mais moi, ce qui me fait dire que ça n'arrivera pas, c'est va t'en mettre un lucky punch Ouais, à Tyson Fury. ouais, Même des cas super techniques n'y parviennent pas. Et les seules fois où ça passe, où un gros punch passe, comme Deontay Wilder, ben, il se relève. Et après ouais. s'être relevé, il est encore ultra compétent. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir Chisora même inquiéter Tyson Fury. Alors encore une fois, je veux pas manquer de respect ni quoi que ce soit, mais voilà, c'est deux classes différentes quoi. Mm. Chisora est très bon, Fury est excellentissime. Et en plus de ça, Fury, c'est quelqu'un qui contrôle bien les risques. C'est pas quelqu'un qui va aller à la guerre pour aller à la guerre et tu te dis, ouais, peut-être dans un échange. Non, c'est quelqu'un qui bouge bien, qui garde bien son adversaire au bout de son jab. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait en 2014 pour le rematch. Et j'ai l'impression que Tyson Fury est encore en progression par rapport à sa version de 2014. Que Chisora, il a progressé, mais c'est pas comparable à la progression de Tyson Fury. Donc, l'écart, le premier combat était plus serré que le deuxième, et je pense que le troisième sera encore moins serré que le deuxième, et du coup beaucoup moins serré que le premier. Mais une autre question un peu subsidiaire, du coup, il a 34 ans, Tyson Fury. Il a un style qui ne repose pas sur l'explosivité, mais vraiment sur la technique. Mhm. Euh, Est-ce que tu le vois, combien de temps, si jamais lui le décidait, tu le vois encore au plus haut niveau, Tyson Fury? Alors l'avantage, c'est que il n'a pas été dans des énormes guerres, à part contre Deontay Wilder où il prend vraiment des frappes très lourdes. En général, c'est plus quelqu'un qui est fort dans le contrôle. Donc pour un poids lourd, voilà, pour un poids lourd, c'est pas quelqu'un qui a succombé à énormément de dégâts par rapport à d'autres profils. Évidemment, voilà, quand tu reposes ton style sur la précision, la vitesse de déplacement et tout ce qui s'ensuit, ben, clairement, quand ton pic athlétique commence à tomber, ben, ton style va vite tomber avec. Moi, je pense qu'il lui reste ouais, peut-être 2 ans, quatre combats au Ok. plus haut niveau, et après, ça va comment? Et en fait, quand t'es élite, bah, tu dois raccrocher les gants très rapidement parce que ça peut vite dégringoler. Donc ouais, moi je lui laisse plus grand chose pour être ultra performant. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est aussi pour sa période dépression, Ouais. dépression, drogue, alcool. Bah, tu sais pas garder un pic athlétique jusque 40 ans. Quand tu as eu c'est quoi, 2 ans Je de crois, ouais. grande dépression où ton poids il est monté extrêmement haut et là il retombe. Alors son retour, beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, mais clairement ça entache et ça diminue ton temps de performance, on va dire. Donc c'est pas pour moi c'est voilà 30, je le vois pas performer de dingue à 38, 39 ans. Donc je pense que il est sur ses derniers combats là. Ok, ah, purée, bah, je peux pas empêcher de te demander du coup, parce que c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé, mais quand tu as du coup une période comme ça de 2 ans où clairement ton corps est à l'abandon, ça du coup, ça rétrécit et ça réduit le temps que tu peux avoir ensuite à ton pic athlétique quand tu reviens? Selon moi, oui. Selon moi, clairement, parce que
C'est quoi le mot que je cherche? Reset. Enfin, tu vois, Ouais, t'arrives pas à perdre toutes les substances malsaines que tu as mis dans ton corps. On va prendre des exemples en MMA, mais c'est connu pour ça. Matt Brown, ancien drogué, t'attaques sa tête, ça va. T'attaques son corps, il souffre direct. Et je pense que, tu vois, oh. t'affaiblis, c'est ça. Tu affaiblis ton corps. Et pour moi, des périodes comme ça, tu reviens pas à 100%. Tu reviens peut-être à 90%, mais au niveau élite, 10%, ça se transforme très vite en 30% sur des combats de 12 rounds face aux meilleurs du monde. Donc, je dis pas que. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui vont le rattraper d'ici 2 ans. Je pense il deviendra touchable, il deviendra facile à battre. Et en fait, quand tu es à ce niveau-là et que tu te prétends vouloir être le plus grand de tous les temps, bah, tu peux pas faire une fin de carrière comme Anderson Silva. Tu peux pas être le Ouais. plus grand de tous les temps, prendre ta première défaite, vouloir prendre une revanche et puis partir sur une victoire, cette défaite en fin de carrière. Parce que là, tu oublies ta legacy, elle est entachée de dingue. Donc ouais, c'est Hmm. pour ça que je dis, pour moi, 2 ans, 3 ans, et après ça, on va commencer à sentir que la qualité de sa boxe diminue. Et à ce niveau-là, quand ta qualité de boxe diminue de 2-3%, ben, il y a des gens qui viennent pour prendre tes ceintures. Ok. Eh ben, bah voilà pour Fury contre Chisora. Voilà un petit peu le tour qu'on pouvait en faire. Bah, maintenant, on peut passer du coup au MMA avec Tai Tuivasa contre Sergei Pavlovich. Je vais juste m'assurer. Alors, Pavlovich, Sergei. C'est Voilà. l'inverse de Pavlo Lanch. Oh là là. Ah ouais, mais Je, là, pour les je gens qui comble le l'ont, temps que tu fais tes recherches, tu vois. euh, Sergei Pavlovich. En fait, je veux juste m'assurer d'un truc, c'est la carte en question. C'est Donc, Wonderboy contre Holland, voilà, c'est le main Wonderboy event. Holland. Alors, la carte, du coup, c'est ça. Il y a quelques combats intéressants sur la carte. Donc, évidemment, Steven Wonderboy contre Kevin Holland. Barbarena contre Dos Anjos aussi, qui est un combat assez cool. Ouais, Est-ce que tu Schnell. connais. Ouais, voilà. Alors, Schnell, ouais, tu connais Mateusz Nicolo? Oui, en fait, pour moi, c'est le mec dont personne ne parle dans une division, mais qui est dangereux Ouh, pour tout le monde. ok. Il est très technique, très complet. Aucun marketing autour de lui. Et je pense que si tu regardes son palmarès, tu vois que c'est à chaque fois deux Ouais, victoires, une défaite, deux victoires, une défaite. Et il met non, à mal certains il- beaux profils. ouais, mais en plus, tu as raison, il est même à plus que ça, parce qu'il est à 18-2, et là, il Mhm. est sur 5 victoires d'affilée, là. Ah ben voilà, et c'est bizarre parce que même moi je le savais pas parce qu'on on en parle tellement peu que Mais, on mais oublie son existence, mais il est chiant à combattre. Et puis pour aller dans ton sens, en fait, c'est aussi parce que il fait beaucoup de décisions. Ouais. Enfin, il y a la première partie de carrière et généralement c'est là où il y a le plus de finition pour les combattants. Mais là, ouais, sur les 8-9 derniers combats, il y a beaucoup de décisions et c'est ça qui ne doit pas aider. Mhm. En plus du fait que du coup qu'il est en flyweight, c'est ça qui ne doit pas aider. Ok, Mateusz Nicolo contre Matt Schnell. Et donc ensuite, on a Tai Tuivasa contre Pavlovich. Et après, parmi les combats intéressants, Hermansson contre Roman Dolidze, ça peut être un combat cool. Michael Johnson contre Mark Dekiz, ce sera un combat probablement spectaculaire. Et voilà à peu près pour cette carte. Alors, Ouais. on évoquera peut-être, juste comme pour se faire plaisir un petit peu, Thompson Holland hein, quand même. Oui, On n'est pas des oui. bêtes. Mais voilà, un combat qui nous intéressait stylistiquement aussi, c'était Pavlovich contre Tai Tuivasa. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous faire du coup un rapide résumé du style de Pavlovich? Parce que Tai Tuivasa, finalement, on sait à peu près ce qu'il apporte. Bah alors, voilà, Pavlovich, c'est quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup vu à l'UFC parce que ça finit très souvent au premier round. Mhm. Euh, Ses débuts à l'UFC, c'était contre Overeem. Ça Ouais, montre le laisse tomber. respect qui était donné en son nom par l'UFC. Bon, Ground and Pound Ah, spectaculaire c'était d'Overeem. terrible. Je Mhm. me rappelle, je commentais le combat et en commentant, j'ai entendu le Overeem en Grand Pound qui a touché Pavlovich. Le bruit que ça a fait, c'était exceptionnel. Enfin bref, Pavlovich, c'est un poids lourd qui combat de manière assez particulière dans le sens où tu vas le voir entreprendre le combat de manière calculée et réfléchie, où il va essayer d'imposer son jab. Il est ni grand ni petit pour la division. Il a une bonne taille, donc il sait imposer sa distance. Mais quand il fait face à 1,91, ouais. un Maurice Green, tu vois, par exemple, qui est beaucoup plus grand que lui, il va savoir imposer son jab malgré la différence d'allonge par rapport à son adversaire. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il
il sait très bien sélectionner les moments où il explose. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'échanger, mais il va pas échanger bêtement. Il va rarement engager lui-même l'échange, mais par contre, il va l'accepter au moment où c'est opportun pour lui. Et en fait, il a un très bon positionnement de pied, il a un bon footwork. Et en fait, quand il y a un échange, il est toujours en position de pouvoir combiner. Et alors, ce que j'apprécie énormément, c'est la variété dans ses combinaisons. Donc, dans un échange, il va envoyer des crochets, des uppercuts, des overhands et des coups en ligne. Donc, ça vient sous tous les angles. Défensivement, c'est très compliqué de faire face à quelqu'un comme Pavlovic Mhm. parce que tu sais pas où défendre. Tu défends dans l'axe, ça vient sur le côté. Tu défends sur le côté, ça vient dans l'axe. Tu défends plutôt le overhand, c'est un uppercut qui va arriver. Donc il a cette faculté de combiner et sur sa combinaison, toutes les frappes vont venir d'angles différents. Alors c'est beaucoup à la tête, il varie pas encore beaucoup avec le corps, ça ce serait une grosse amélioration à son jeu. Mais voilà, c'est un style qui est intéressant à ce niveau-là et ça se voit pas parce que c'est pas quelqu'un qui surengage, c'est pas quelqu'un qui a un physique de malade. Mais tu sens que quand son overhand ou quand son uppercut contre Ouais, Shamil, ouais, Abdurakhimov, ouais. quand ça touche, ça envoie au tapis. Et alors, par contre, j'ai regardé toute la série de ces combats-là et tu as l'impression que quasi tous les combats, c'est early stoppage. Que l'arbitre intervient super tôt parce que, bah, en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'il a allumé le gars, c'est une pluie de coups qui vient. Il n'arrête pas. C'est bah, Hmm. bah, 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 bah. Et ça force vraiment les arbitres à arrêter. Donc, il y a eu plusieurs notamment contre Maurice Green, contre Shamil, et je pense qu'il y a un autre combat qui gagne où tu te dis, ok, l'arbitre arrête tôt. Et d'ailleurs, contre Shamil, il y a notamment des coups à l'arrière de la tête où tu te dis, ok, ça c'est typiquement le genre de scénario où il faudrait que l'arbitre intervienne et dise, ah non, là il y a des coups à l'arrière de la tête, on reset debout. Bref, un autre sujet. Mais donc voilà, un profil très intéressant. Et c'est ça que j'aime bien dans ce combat, c'est que là, on a deux mecs en dehors du top 5 chez les poids lourds, et ça nous offre sur papier un super beau combat. Il y a 5 ans, tu mettais deux gars poids lourds en dehors du top 5, tu étais là, tu fais, Ouais, oh, ouais, la si c'est flemme. pas fini Ouais, au premier round, ça va être chiant. ouais. Là, si c'est pas fini au premier round, comme on l'a vu avec Taitu Iwasa contre Cyril, il y a encore de la qualité qui vient derrière. Et on peut spéculer qu'avec Sergei, il y aura de la qualité au deuxième round et au troisième round aussi, si ça y va. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce combat, notamment, et aussi parce que Taitu Iwasa, c'est un peu le nouveau chouchou des fans français. Bah, depuis forcément son combat contre Cyril et depuis cette guerre nucléaire, c'est clair. Bah, pour le coup, Taituvasa, on sait que lui, il veut absolument rester debout, à la différence de Pavlovich, qui n'a pas de problème à utiliser sa lutte quand il en a l'occasion. C'est, on dit que c'est un brawler et c'est un brawler, mais il sait, enfin voilà, c'est un de ces gars dont on dit souvent qu'il sait profiter du chaos à son avantage. Est-ce que pour toi, l'opposition de style entre les deux, du coup, va plutôt à l'avantage d'un Pavlovich ou à l'avantage de Tuivasa? Hmm. Eh ben, c'est tellement difficile à dire, parce que je vais pas dire j'ai l'impression, mais c'est un vrai combat poids lourd. C'est un combat où les deux sont très performants dans l'échange. Et j'ai pas envie de dire ça peut faire un pile ou face ou ça peut être sur un lucky punch, mais leur positionnement de tête dans les échanges et les bombes, les kettlebells qu'ils ont à la place des mains, ça peut vraiment se jouer sur une frappe qui touche au bon moment. Et donc ça va être sur la qualité de leurs compétences dans l'échange qui va faire la différence. Et c'est difficile avant le combat de dire qui prend l'ascendant. J'ai vraiment l'impression que tu les mets 100 fois dans une cage l'un contre l'autre, 50 fois, tu as un chaos différent pour l'un ou pour l'autre, Hmm, un chaos qui vient sur un échange. ouais, Euh, Taitu Iwasa, ce qu'il y a d'intéressant dans ce combat, c'est, comme je le disais, Pavlovich a un très bon jab. Taitu Iwasa, il commence à avoir des très très bons low kicks. Et je pense que j'en ai déjà parlé dans un podcast ici, j'aime bien quand il y a cet échange jab versus low kick, parce mhm, que le gars qui envoie des très bons jabs, il peut mettre la pression et empêcher le bon low kicker d'envoyer ses kicks. Au même titre qu'un gars qui envoie très bien ses jabs, bah, il met tout son poids sur sa jambe avant, il peut se la faire ramasser. On va prendre Moicano contre Qatar, très bon exemple. Qatar, très bon jab, Moicano, très bon low kick. C'est Moicano qui a pris l'avantage dans cette dynamique de combat. Au même titre qu'on peut avoir un très bon jabber comme Max Holloway qui va aller détruire des très bons low kickers juste par la pression. Donc, il y a ce côté qui est assez intéressant quand ça va être en pied-point à distance. Et puis quand ça va se rentrer dedans, il faudra vraiment pas cligner des yeux parce que l'un comme l'autre est capable d'éteindre n'importe qui sur une frappe. Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez Taitu Iwasa, et ça va être un gros statement que je fais ici, selon moi, c'est le mec qui combat le mieux quand il est sonné à l'UFC. Ce ouh, mec est incroyable quand il est sonné.
Cyril Gane a galéré à aller le finaliser alors qu'il a été sonné limite pendant 2 rounds entiers. Il a retourné la tendance contre Greg Hardy en se faisant sonner. Il a retourné la tendance contre Derrick Lewis en se faisant sonner. Quand il est sonné, il est loin d'être fini. Celui qui est avec lui dans le classement, c'est Whittaker. Whittaker aussi contre Romero, quand il est sonné, il y a une qualité de combat derrière. Tu vois, généralement, tu as des gars qui Peut-être sont Charles sonnés. Oliveira aussi, ouais. Ouais, Charles Oliveira aussi. Ça fait partie de ces gars-là. Ils sont sonnés. Mais encore, Charles Oliveira, il se fait sonner, mais il récupère et puis il revient. Là, Ouais. c'est vraiment encore sonné. Tu vois qu'ils sont encore un peu wobble Ouais. et ils sont ultra qualitatifs et ultra dangereux. En général, moi, en tant que coach, quand mon athlète est sonné, je vais dire protège, circule pour récupérer les esprits. Un Tai Tuivasa, tu dois pas lui dire ça. Tu dois lui dire, OK, le mec, t'es sonné, le gars va te rentrer dedans et t'envoies tes bombes, quoi. Contre Greg Hardy, c'était Ouais. absolument spectaculaire. Et donc, dans ce combat-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que Pavlovich, on l'a pas vu mettre un gros KO. Il a mis un gros knockdown sur Shamil, mais en général, ces KO, c'est des TKO debout, où il met du temps et c'est une pluie de coups qui vient. Et donc, s'il sonne Tai Tuivasa, c'est là où le combat deviendra le plus intéressant parce qu'on va Ouais. voir ce que ça va donner à l'échange face à un Tai Tuivasa qui va être performant en étant sonné. Et ça, j'ai hâte de voir. Enfin, j'espère que ça va se produire. Et si ça se produit, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et la raison pour laquelle on s'intéressait aussi à ce combat, c'était parce que Pavlovich, du coup, à part sa défaite contre Overeem, c'est un sans faute à l'UFC. C'est un sans faute d'ailleurs pour tout le reste de sa carrière. Il était champion du Fight Night Global, donc il est à 16-1. Et comme tu l'as dit, ses 4 derniers combats, c'est des TKO au premier round à l'UFC. Donc ce qui est quand même très fort. Est-ce que pour toi, Sergei Pavlovich a ce qu'il faut pour, on va peut-être pas dire champion, mais pour aller vraiment titiller les plus hauts? Moi, c'est un nom. Là, c'est trop. Encore une fois, pour moi, c'est trop tôt de le dire parce que 4 TKO au premier round, c'est super impressionnant. Mais il n'y a pas matière à vraiment tirer de conclusion, d'autant plus que Derrick Lewis. Ben voilà, c'était ça. Derrick Lewis aussi, tu peux dire early stoppage. Il le sonne bien, clairement, mais pour Ouais, certains, c'est peut-être un early stoppage. Tu vois qu'il est intelligent. Tu vois qu'il vient pour feinter Lewis et pour le rendre un peu dans l'hésitation et tout ce qui s'ensuit. Mais on n'a pas encore vu un Pavlovich réellement challenger dans une victoire. On l'a vu challenger ouais. par Overeem, défaite, mais dans ses victoires, on l'a pas vu réellement challenger. Donc pour moi, c'est trop tôt pour le dire. Clairement, un nom à retenir, mais pour moi, ça peut aller dans les deux sens. Il peut très bien se faire mettre KO par Tai Tuivasa et puis il est aux oubliettes parce qu'il revient jamais. Comme il peut mettre un KO sur Tai Tuivasa et rentrer comme contender et puis tout le monde va faire attention à lui. Comme il peut gagner contre Tai Tuivasa puis faire un gros challenge, prendre un gros challenge comme Aspinall ou Blades ou Gann après. Et puis de nouveau, c'est là où on verrait la différence. Donc pour l'instant, clairement, il fait partie du subtop des poids lourds. C'est impossible on ne sait pas spéculer maintenant pour dire s'il va arriver dans le top et rester dans le top ou s'il va rester à ce niveau un peu comme Tai Tuivasa ou Derrick Lewis, rester un peu juste en dehors du top 5 et être le gatekeeper vers le top 5. Donc les deux sont possibles à ce jour. Les deux sont possibles à ce jour. Et ben voilà pour Sergei Pavlovich contre Tai Tuivasa. Bon, il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce qu'on évoque quand même vite fait le petit Wonderboy contre Kevin Holland? Ouais, Bah, ouais, ouais. on est donc en welterweight, donc qui est la catégorie pour laquelle, la catégorie naturelle de Wonderboy dans laquelle il a toujours été. Pour Kevin Holland, on est dans la catégorie il a commencé en middleweight et là, voilà, il fait quelques combats en welterweight pour voir ce qu'il en est. Est-ce que pour toi, je pense que ça va être un peu ça la question finalement de ce combat. Est-ce que un, le Wonderboy qu'on a connu est peut-être plus le même qu'aujourd'hui, dans le sens, le style de toute façon reste le même, mais il est plus aussi rapide, il est plus aussi incisif. Est-ce que un gars comme Kevin Holland, qui est très bon debout, imprévisible, extrêmement divers et tu as presque l'impression que c'est de l'aléatoire dans ses attaques en striking, est-ce que là, on peut avoir un passage de flambeau? Je pense que c'est même pas le bon terme parce que ça fait un moment qu'on voit que Wonderboy est un petit peu moins dans le coup. Mais est-ce que du coup, pour toi, là, Kevin Holland peut faire une démonstration, ce qui serait quand même assez incroyable contre Wonderboy Thompson, puisque le combat risque de se passer debout quoi qu'il arrive. Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est un très bon combat pour l'un et pour l'autre. C'est le combat idéal pour bien s'exprimer. Et clairement, celui qui va gagner ici va montrer qu'il est encore dans le coup. Parce Mhm. que voilà, on dit ce qu'on veut. Hollande, sa carrière à l'UFC est super courte par rapport à celle de Wonderboy, qu'on connaît depuis beaucoup plus longtemps. Ouais. Mais à l'UFC, Wonderboy, il a 11-6-1.
Hollande, il a 11-5. Ouais. Ils Non, ont c'est un quasi truc de autant de fou. combats l'un que l'autre. Donc, Ouais. même si Hollande est là depuis peu de temps et qu'il est fort marketé, s'il perd, bah, il faut commencer à le mettre au. Enfin, ça reste un chouette nom marketable et tout ce qui s'ensuit, mais clairement, c'est quelqu'un qui va rester entre top 10 et top 20. C'est quelqu'un qui rentrera jamais dans le top 10 s'il n'arrive pas à passer Wonderboy en âge avancé. Du côté de Wonderboy, il y a un moment, il n'y a pas si longtemps, on parlait encore de lui pour affronter Ousmane, et là, clairement, bah, 2 défaites d'affilée, on commence à pencher Mhm. vers l'oublié. Et donc c'est chouette pour eux parce que c'est vraiment un combat où les deux peuvent s'exprimer. Et j'aurais tendance à dire que si Wonderboy perd, bah, il doit raccrocher les gants. S'il gagne, il peut encore prendre l'un ou l'autre combat fun, mais son âge commence à le rattraper. Il a un style qui dépend beaucoup de son explosivité. Donc voilà. Maintenant, j'ai noté une stat intéressante. Wonderboy à l'UFC, c'est 11-6-1, égalité contre Woodley. Ouais. Quand ses adversaires l'amènent 0 fois au sol, donc s'il y a 0 takedown sur lui, il est à 11-2. Ouh. Et ces 2 défaites, c'est contre Anthony Pettis, un peu contre le cours du combat, sur le Ouais. Superman Punch, incroyable, mais voilà. Et contre Darren Till, combat un peu décevant et très serré. Oh. Donc quand il n'y a pas de takedown sur Wonderboy, extrêmement performant le gars. Kevin Holland, quand il y a 0 takedown sur lui, 4 victoires, 0 défaites. Quand il y a 2 takedowns ou moins sur lui, 5 victoires, 1 défaite. La défaite étant contre Shimaev, qui l'a amené au sol 2 fois. Et il a aussi des victoires contre Jacare, qui l'a amené au sol plusieurs fois aussi. Et donc il a aussi des victoires quand on l'amène beaucoup de fois au sol. Mais généralement, c'est ça, entre victoire Ouais. et défaite chez les deux, c'est le facteur est-ce qu'on m'amène au sol ou pas. Et c'est pour ça que ce combat est très chouette pour l'un comme pour l'autre. Parce que soit ça reste debout, et donc on va avoir absolument le meilleur des deux. Et donc ça va être un très chouette combat. Soit il y en a un qui va venir en mode ultra stratège et qui aura fait la même analyse que moi ici en disant ok, ben, pour m'assurer ou me mettre plus de chances de victoire, je vais devoir lutter. Kevin Holland a l'air d'être plutôt une tête brûlée, donc je ne le vois pas le faire. Peut-être que c'est dans le back pocket, peut-être que c'est dans la poche arrière de Wonderboy de venir grappler, chercher le grappling contre Kevin Holland. On verra. Mais je pense vraiment que ça va rester debout et qu'on va vraiment avoir le meilleur des deux. En plus, c'est sympa parce qu'en termes de distance, Kevin Holland est performant à la distance de Ouais. De Wonderboy. Wonderboy. Wonderboy a besoin d'espace derrière lui, il utilise très bien ses kicks. Et Kevin Holland, il n'a pas des bras, il a des jambes. Donc c'est un peu une distance. Ça Ouais, va très prendre à faussé. distance de kick, sauf que les kicks de Holland, ça va être la longueur de ses bras. Donc ça va être un chouette combat, ça va être intéressant. Toi, tu vois, parce que j'ai même pas souvenir d'avoir vu Wonderboy aller pour un takedown dans un seul combat. Je crois que c'est comme Adesanya où le premier c'était Pereira. Tu sais, là, je. Réactif, enfin en contre Ellenberger, je pense qu'il en score un. Oh, oh. euh, Mais ouais, ouais. ouais, C'est pour dire à quel point c'est une étoile filante, quoi, de voir un takedown de Wonderboy. Ouais, je pense que quand il se fait sonner contre Woodley, je pense qu'il shoot. Bah, après, Ah ouais, il encore une doit. fois, Ouais. c'est situationnel, mais proactivement, je le vois pas shooter des takedowns. À l'inverse de Kevin Holland, qui dans son premier combat à l'UFC, je pense qu'il en score 5 des takedowns. Donc, Ouais. Après, c'est un peu toujours. Ouais, c'est ça. C'est s'il y en a un qui peut-être pourrait en faire un peu plus, ce serait Hollande parce qu'il est un peu plus. Pas, bah, il pas. a développé son grappling à mort depuis ses défaites à cause de la lutte. Donc, il a développé sa lutte et son grappling. Ouais. Donc, peut-être, mais là, j'ai l'impression qu'ils vont tous les deux vouloir s'affronter en pied-point. Ouais, ne serait-ce que juste, par exemple, parce que Hollande, je pense que, enfin, c'est même pas, je pense, il le dit, il en a marre de combattre des lutteurs, il en a marre d'avoir des combats. C'est un peu comme Pat Barry à l'époque où je me souviens, il était en mode, ouais, ouais, c'est du MMA, mais allez, allez, venez, on est debout là, sérieux. Bah, là, t'as un peu pareil avec Hollande, il est en mode, bon, bah, enfin, du coup, j'ai quelqu'un avec lequel je vais pouvoir jouer un peu debout. Bon, on a envie de dire, bon, bah ouais, mais c'est le jeu quand même. Mais d'un autre côté, voilà, on les comprend. Ils ont souffert, Kevin Holland a suffisamment souffert sur ces derniers combats là, avec que des Mhm. lutteurs et que des mecs comme ça. Tant mieux. Non, je suis content pour les deux. Franchement, Ouais. c'était difficile de matcher Wonderboy et que ce soit un peu favorable pour lui et son style. Pareil pour Roland. Et là, on a quelque chose où je trouve que bah, je connais pas les codes de Paris, mais j'aurais tendance à dire que c'est relativement serré. Donc ouais, je suis content pour les deux et je serais content pour celui qui gagne surtout. Bon, bah voilà. Ouais. Bah, merci en tout cas, Chris. Encore un nouveau bel épisode. En plus, cette fois, ce qui est bien, c'est qu'on va se quitter et tu as eu comment dire, la présence d'esprit de demander à Guillaume quel était le pourcentage MyProtein. Donc, c'est 30... Putain, non. Bah, c'est 33, je crois.
Oh, merde. 40. C'est 40? 40, ouais. Bon, bah voilà. Bah, comme quoi, ça Attends, s'arrête. je vais vérifier parce qu'il Ouais. a peut-être envoyé un message entre-temps. Oh, les Mais crétins. ouais, c'est 40. 40. Ouais, mais même 40. lui, il dit je te crois, putain. Alors là, il a fine équipe. Bon, et ben, en tout cas, merci beaucoup, Chris. Merci à vous d'avoir suivi. À la prochaine. Et puis, bah, ciao. Fucking coming for you!